merci d'être là le dimanche matin, voilà, au 4e jour du Cannes, enfin en tout cas 4 jours pour ceux qui sont là, depuis le début. Aujourd'hui, en tout cas ce matin, nous allons parler des prix ludiques et de leur importance, que ce soit au niveau du public, au niveau des boutiques et au niveau de l'édition, avec pas mal d'intervenants autour de la table. Et pour commencer, je vous propose de vous présenter les uns les autres, peut-être en commençant par Rexou, qui est au bout et qui a un micro dans la main. Voilà, donc Olivier Rex, dit souvent Rexou, effectivement. Moi, je suis un joueur, je ne suis pas du tout un professionnel du monde du jeu. Je suis ingénieur informatique dans la vraie vie. Mon CV, j'ai tenu un blog de jeux de société au début des années 2000. C'est pas tout à fait jeune, et j'ai connu pas mal d'intervenants avant qu'ils soient des professionnels du monde du jeu. Et puis depuis quelques années, surtout mes activités, c'est de faire du podcast de façon très irrégulière, mais avec un excellent podcast un peu de référence qui s'appelle La Radio des Jeux, qui fait des interviews au long cours d'acteurs du monde du jeu, que vous devriez écouter à mon avis, qui est quand même assez intéressant. Et puis on avait fait aussi pendant les confinements, et on va essayer de reprendre un podcast qui s'appelle Playback, dont le concept était de prendre une année plutôt ancienne, enfin dans les 10-20 dernières années, et puis de reparler en fait des jeux et des événements de ces années-là. Donc ça permet de faire un petit voyage nostalgique. Et puis depuis 5 ans, j'ai été appelé par Cannes pour être membre du jury de l'As d'Or. Voilà. Tim ? Bonjour, Timothée Leroy, donc je suis le cofondateur et co-dirigeant de Blue Orange et de Tribio. Géraldine, responsable marketing et vente chez Repos Productions. Cathy Suignard, je suis ludicaire en Bretagne depuis plus de 20 ans et présidente du groupement des boutiques ludiques depuis 5 ans. J'ai eu le plaisir de faire partie de plusieurs membres de jury, Boulogne-Billancourt, le Flip et le prix Lizzie Maggie depuis 2 ans. Patrice Pilet, en fait, je suis dans le milieu du jeu grâce à un prix ludique. Ça remonte à des temps préhistoriques à Boulogne, 85, pour tout vous dire, waouh. Et depuis, je suis ludicaire depuis 30 ans. J'ai créé le GBL avec Cathy. J'ai été membre de plusieurs jurys, effectivement, au Flip, aux As d'Or, et là, le prix du GBL. Alors l'idée, c'est, on va parler au niveau de la, je vais y arriver, ça commence à fatiguer un petit peu. Au niveau de la conférence, c'est qu'on va la diviser un peu en 3 parties. On va d'abord parler un peu des prix et de leur variété en tout début. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet un peu avec la vision de ces prix au niveau des éditeurs et au niveau des boutiques. Ça risque peut-être même d'ailleurs de se mélanger un peu par rapport au sujet et de rebondir entre les uns et les autres sur un sujet donné. Et on va commencer un peu par les prix. Il s'avère que dans le secteur du jeu de société, on a de nombreux prix et très variés. Peut-être ce qui serait intéressant, c'est de voir un peu le fonctionnement de chacun. Et j'ai fait une sélection qui est extrêmement, réduite mais connue. Ici, on a l'As d'Or, qui est, je laisserai peut-être un peu Olivier en discuter sur son mode de fonctionnement. On a le Spiel des Jahres, qui est peut-être le prix le plus réputé au niveau mondial, qui ont un mode de fonctionnement intéressant comparé un petit peu par rapport à l'As d'Or. On va parler un peu du Lizzie Maggie, justement, avec Cathy, puisque l'objectif, on va dire, de ce prix-là est très différent des précédents. Le Grand Prix du jouet a un intérêt par rapport au fait que ce soit de la GSS et le Graph-Ludo par rapport aux illustrations. C'est-à-dire qu'en fait, dans le secteur du jeu de société, on a des prix extrêmement variés. Olivier, Rex, faut vraiment, je ne t'appelle pas pour ton pseudo, je suis désolé, je vais y arriver. Est-ce que tu peux un peu nous parler de l'As d'Or, un peu son mode de fonctionnement, que ce soit au niveau du jury et la mode de sélection un peu? Oui, je veux bien parler du Spiel des Jahres aussi. Enfin, je sais pas sauf si tu voulais, avec grand si tu voulais plaisir. le faire. Vas-y. Parce que tu dis c'est très différent. Pour moi, ça l'est pas énormément. Mais voilà. Donc le Spiel des Jahres, je vais commencer juste par ça. Donc c'est un prix allemand qui existe depuis 1978. Donc il y a effectivement le privilège de l'âge, et qui est bien sûr, enfin, je pense que la plupart d'entre vous le connaissez, le prix le plus prestigieux, c'est un peu l'Oscar du jeu de société.
Donc il a eu plusieurs formules au fil des années, mais il se focalise depuis maintenant un paquet d'années sur 3 prix. Pendant très longtemps, il n'y en a eu que 2, c'est-à-dire un prix principal et puis un prix enfant. Et maintenant, ils ont rajouté un prix, ce qu'ils appellent connaisseur, qui serait un peu l'équivalent de notre catégorie initiée à l'As d'Or. Et c'est un prix de la critique. C'est-à-dire que les membres du jury sont des critiques de jeux de société, soit vidéo, soit presse, soit c'est des gens qui ont des blogs. Voilà. Sur leur mode de fonctionnement, j'ai l'impression que c'est quand même relativement semblable à l'As d'Or. C'est-à-dire que c'est des gens qui essayent des jeux tout au long de l'année, qui se réunissent, qui décident d'un vainqueur et qui annoncent. Donc eux, ils ont 2 jurys. Ils ont un jury pour les jeux enfants, vraiment spécialisé pour les jeux enfants, et un deuxième jury qui fait les jeux tout public et puis initiés. Donc ils annoncent leur sélection en général fin mai, les 2 sélections, le prix enfant fin juin, et puis le prix connaisseur et tout public plutôt milieu juillet. Voilà. Voilà, et ils sont effectivement, eux, ont une influence monstrueuse, puisque les gagnants de ces prix, en particulier pour les catégories famille et enfants, c'est la promesse de vente en général stratosphérique. Ça peut changer, c'est vraiment un prix qui change la vie des éditeurs et des auteurs qui le gagnent. Voilà. Sur l'As d'Or, en fait, l'As d'Or a eu, donc existe depuis, alors je vais me faire engueuler, mais je me souviens plus, 88, non, c'est ça ? Oui, c'est ça, 88. Il a connu diverses versions. Donc les premières versions, c'était des formules où c'était sur inscription. Il fallait un peu, je crois que les éditeurs payaient pour... et il y avait... on pouvait gagner le prix du jeu à 3 joueurs avec des pions rouges et bleus. Voilà, en gros, tout le monde gagnait dans sa petite catégorie. Il y avait parfois 15 ou 16 catégories. Alors ça a vachement varié. Juste un chiffre qui est derrière, tu avais 10 catégories en 92, on est arrivé à 3 catégories en 2016. Et c'était directement ce que tu disais avec pion carré ou pion rond, quoi. C'était un peu ça. Voilà, et il y a eu effectivement de la part des éditeurs et de la profession en fait une demande qui a été poussée en particulier au début des années 2000, fin des années 90, début 2000, d'avoir effectivement un prix qui était vraiment en direction du grand public, de la presse, pour faire connaître le jeu de société en dehors de notre microcosme, et donc de se réduire sur le nombre à la fois de sélectionnés et de finalistes, d'avoir pendant très longtemps 3 prix, donc un prix qu'on appelait famille, un prix grand public qui est l'As d'Or en fait, voilà, un prix enfant, exactement sur le même modèle que Spiel des Jahres, et puis on avait une catégorie expert qui... Personnellement, j'ai toujours pensé qu'elle portait mal son nom, qui était en fait tout ce qui était plus compliqué que tout public. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir des jeux légèrement plus compliqués et puis des jeux monstrueusement compliqués qui étaient dans la même catégorie, qui a apporté énormément d'incompréhension. Et depuis 2 ans, donc, on a une catégorie initiée qui vient en fait s'insérer entre cette catégorie tout public et cette catégorie expert. Et donc depuis 2 ans, on décerne 4 prix. C'est un jury un peu sur le modèle, donc on se retrouve sur un modèle qui est très proche du Spiel des Jahres. Le jury est un peu aussi sur le modèle du Spiel des Jahres avec quelques différences. On est 9 personnes dans le jury depuis assez longtemps. Je pense que le jury il y a eu des périodes où ils n'étaient que 4 ou 5 et maintenant on est 9 depuis un paquet de temps. Patrice, je ne sais pas, tu étais plus avant moi. Donc en général maintenant on est 9. Quand il y en a un qui part, on remplace par quelqu'un, et qui est composé, le festival a voulu avoir, donc on ne veut pas avoir d'auteurs et d'éditeurs, donc de gens qui ont des intérêts directs à faire gagner tel ou tel. Pour autant, c'est que des gens du milieu et des connaisseurs. Donc il y a une partie, en général, depuis les dernières années, il y a deux ludicaires, donc des représentants de boutiques de jeux. On a un représentant de ludothèque, on a un représentant de café-jeux, et puis ensuite 5 personnes qui sont, voilà, je suis un peu dans cette catégorie, qui sont des catégories médias ou personnalité publique. Cette année, vous avez pu voir qu'on a pu avoir Vincent De Dienne, qui typiquement alors d'une part est un joueur, qui est quelqu'un qui joue plutôt à des jeux très experts et de façon répétée.
qui donc a participé, contrairement à ce qu'on peut penser, vraiment activement à nos sélections et à nos discussions et ainsi de suite. Et puis qui nous amène aussi, et c'est un des buts du Festival de Cannes et du prix, qui nous amène effectivement de la visibilité presse. Voilà, il est venu à Cannes pendant 2 jours, on a des journalistes télé qui le suivent, et ça va être probablement l'occasion d'avoir de la visibilité sur ce milieu du jeu de société, sur le prix aussi, peut-être dans de la télévision et de la presse grand public. Voilà. Et sur le mode de fonctionnement, je pense qu'on est très similaire après sur le Spiel des Jahres. Alors après le Spiel des Jahres, la vraie différence, c'est qu'ils se financent énormément sur le prix. Donc c'est une entreprise aussi, parce que à part le prix, ils font payer substantiellement en fait pour les gagnants pour apposer le label. Ils ont un très gros budget, et donc ils ont aussi des soutiens, des bourses à des auteurs. Ils font des actions vers les écoles. Ils font des actions de diffusion du prix. Ils sont présents dans les salons américains pour promouvoir le prix également. Qu'on est beaucoup plus modeste sur l'As d'Or. On n'a pas ces moyens. Mais sur le fonctionnement, nous, on essaye en tant que membre de jury tous les jeux qui sortent dans l'année au cours des festivals, de ce que nous envoient les éditeurs. On discute énormément tout au long de l'année pour dire ça, voilà, ça nous a plu, ça j'ai trouvé ça moyen, et ainsi de suite. Hein. C'est vraiment, on a énormément d'échanges et on a des sensibilités très différentes. Et puis, en général, sur notre fin d'année, on envoie une liste des 20 jeux qu'on a préférés de l'année. On combine nos 9 listes de 20 jeux, il y en a qui se recoupent. En général, on se retrouve avec 60 jeux. Et pendant le dernier mois, on essaye tous de rejouer à ces 60 jeux. Et on a un dernier week-end, en fait, où on se crêpe le chignon, il faut bien le dire, avec la tâche, effectivement, de trouver 3 jeux par catégorie. Qui est l'exercice à la fois que j'adore, mais qui est aussi qui est difficile, parce qu'on a vraiment cette contrainte d'avoir que 3 jeux par catégorie. Et vous comprenez bien que effectivement, passer de 6 à 3 jeux, souvent, c'est vraiment très compliqué, parce que c'est vraiment sur des affaires de sensibilité. Voilà, on essaye et on est un jury, et je pense que le Spiel fonctionne exactement pareil, où on parle que de jeux. Enfin, vous aurez peut-être des questions tout à l'heure là-dessus, mais on parle que de jeux. Nous, on ne réfléchit pas éditeur, on ne réfléchit pas auteur, et c'est vraiment du jeu, avec une volonté, effectivement, d'une part, d'avoir dans les catégories enfants en particulier et As d'Or des jeux qui soient accessibles au grand public et qui soient des ambassadeurs de notre milieu, d'essayer de représenter une diversité de créations, et puis également d'essayer de représenter différentes sensibilités dans le jeu. Il peut y avoir des jeux qui sont pas forcément ce que je préfère, mais parce que ça représentait des idées un peu différentes, des courants un peu novateurs, et donc on essaye d'avoir un peu cette diversité. L'exemple, par exemple, qu'on peut avoir, ça peut être, on peut avoir des jeux avec des mécaniques très éprouvées, comme on a pu faire gagner Acropolis cette année. L'année dernière, on avait sélectionné un jeu comme Aventura, où la force du jeu, c'est pas sa mécanique qui est à peu près simple, mais là, c'est plutôt la narration et la façon de faire vivre une histoire. Un jeu comme Turing Machine cette année, qui était un jeu vraiment pour matheux, pour caricaturer, mais voilà, c'est pas un jeu pour tout le monde, mais qui, par contre, pour les gens qui aiment ça, c'est exceptionnel. Un jeu comme Alice is Missing cette année, qui était à la frontière du jeu de rôle, et pour essayer d'ouvrir des horizons. Voilà, j'ai été un peu long, je vais laisser la parole. C'est très bien. Juste Alice is Missing, en plus, a quelque chose de spécifique, dont on a parlé hier d'ailleurs pendant la conférence sur le narrative design, c'est qu'il était aussi nommé au Graal, en fait. Je me demande si c'est pas la première fois qu'on a un jeu qui... Et là, tu maîtrises certainement peut-être mieux le sujet que moi, qui était à la fois nominé au Graal d'or et à l'As d'or, en fait. Probablement. Après, nous, effectivement, on n'a pas vocation dans l'absolu à nommer du jeu de rôle. Effectivement, il y a d'autres prix pour le jeu de rôle. Nous, on est vraiment plutôt sur le jeu de société, jeu de cartes, je dirais, de manière classique. Là, il se trouve que c'est un jeu qui est un peu à la frontière, présenté dans un boitage plutôt jeu de société, avec des cartes et tout ça. C'est vrai que la discussion a eu lieu, et c'est vrai que c'est un éditeur de jeu de société qui le fait. On s'est autorisé à le faire parce que ça nous avait plu énormément, mais on est un peu à la frontière, et c'est vrai qu'on n'a pas vocation, à nommer des jeux de rôle purs en général, quoi. Enfin, je pense que ça a choqué personne, en fait. Juste un petit truc, par contre, par rapport au jury, ou sur lequel je différencierais un peu, c'est l'accessibilité du jury du Spiel. Moi, j'ai déjà eu l'occasion par le passé de pouvoir jouer avec certains membres et autres. On va dire qu'ils sont beaucoup moins accessibles.
et c'est pas automatiquement de l'influence, c'est plutôt limite, eux, vu l'importance du prix mondialement haute, ils ont vraiment... Vous jouez avec eux sur une partie, ça leur fera plaisir, mais c'est... Comment dire, c'est comme une partie de poker, quoi. Il n'y a rien qui sortira de leur visage ou d'expression, quoi que ce soit, parce qu'il y a une vraie peur de faire passer un message contradictoire ou quoi que ce soit par rapport à ce qu'ils peuvent penser d'un jeu. Ils sont vraiment extrêmement sensibles sur le sujet. Parce que j'ai Mathieu dans le fond qui me fait des signes. Il a raison. Nous, en tous les cas, le jury il est hyper clair du spiel. C'est-à-dire que dès qu'ils testent un jeu, ils remettent des reviews en allemand et ils donnent des cotes. Et donc, on a tout de suite... Alors, ce qui est compliqué, c'est parfois un peu proche de l'école des fans parce que quand tu es entre 8 et 9, tu sais pas très bien. Et donc, c'est aussi ça, en tant qu'éditeur, qui parfois, quand vous allez voir et que votre jeu est sorti et qu'il a été joué par le jury et qu'ils ont publié un avis et que c'est assez clair... Après, voilà, il y a des jeux, ils ont publié récemment ce qu'ils avaient pensé de Challenger, par exemple. Et voilà, les cotes sont très très bonnes. Donc non, moi je les connais pas. Enfin, si, on échange parce qu'à partir du moment où on gagne, il y a l'éditeur et le jury échangent pour le côté technique et pratique. Mais en dehors de ça, nous on aime bien, nous en tant qu'éditeur, moi j'aime bien les laisser tout à fait. Faites votre choix, quoi. Tu te trompes, hein, c'est pas du tout le jury qui a donné des cotes sur Challenger. C'est une revue allemande, Spielbox, à l'intérieur duquel il y a un des membres du jury. Donc c'est pas du tout le jury, en fait. Mais c'est des critiques de jeu. Eux, c'est des critiques de jeu, donc ils publient des critiques. Donc souvent, on a leur opinion à l'avance. Mais on sait, nous, avec les jurys, comme ils publient tous leur avis assez souvent, on a, nous, une vision... je parle pas super bien allemand, voire pas du tout, mais on a cette vision-là, en fait. Donc on sait, ils cachent pas leurs avis. C'est plutôt par rapport au côté poker face que Gaëtan disait, ils cachent pas leur avis quand ils jouent, quoi. L'idée, c'est aussi de montrer qu'il y a une grande variété des types de prix. Le Spiel et As d'or sont, à dire, assez semblables. Des prix à jury. Oui. Des prix à jury. Ça repose sur quelques personnes du milieu. Ouais. Et surtout sur la création du type de jury, puisque là, on disait, ils sont assez semblables entre l'As d'or et le Spiel sur la partie, on va dire, profil du jury. Il s'avère qu'il y a d'autres prix qui sont, par exemple, le Grand Prix du jouet, qui existe aussi depuis pas mal d'années. On arrive sur sa 40e édition cette année. Là, le jury est vraiment spécial, puisqu'on va être sur des acheteurs sur la grande surface. Eux, autant on peut voir un travail sur les prix, sur la précision, sur la partie As d'or et Spiel, sur les catégories. Eux, ils ont, on va dire, en tout cas c'est ma vision, une multiplication des prix. Et là, on en est à 22, rien que l'année dernière. Voilà, c'est une autre manière de faire, une autre de travailler. Et c'est là, Timothée. Non, mais juste pour préciser, c'est 22, mais par contre, c'est pas 22 jeux de société. C'est 22, il y a 22 jeux joués. Il y a... Mais Et du coup, si tu comptes les grands prix en jeux de société, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Ouais, mais en fait, tu arrives sur un grand prix du jouet. C'est-à-dire que la communication, elle est beaucoup plus, comment dire, tu arrives sur l'As d'or, tu as 3 prix ou 4 prix maintenant. Là, tu as 22, tu te trouves sur les rayons, tu as quand même énormément de facing avec ce genre de choses. Par contre, le jury est différent, puisque c'est aussi intéressant, puisqu'en fait, quand on a des jurys pros, quand je dis pro, c'est dans le sens où c'est des acheteurs GSS qui sont là et qui travaillent. Autre type de prix, et là, on va en parler rapidement avec Cathy, on a aussi des prix qui viennent des boutiques. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, compte le positionnement d'un prix comme le GBL par rapport à l'As d'or. Pourquoi faire un prix de boutique ? Les prix de boutique, c'est une manière aussi de communiquer sur le fait que nous, ludicaires, on est aussi des joueurs, des passionnés, etc. Et qu'on a envie de montrer tout cet aspect de notre groupement, en fait. Et c'est un prix qui inclut l'ensemble des ludicaires. Alors, il y a une commission, on pourrait appeler ça un jury, en fait, un jury intermédiaire, en fait. On se réunit et là, on fonctionne un peu comme les As d'or, etc. C'est-à-dire qu'au fil des mois, on a des visios récurrentes, on se voit évidemment sur les festivals, on se note les jeux et on en parle entre nous et on se réunit à la fin sur un week-end pour sélectionner des jeux. On va sélectionner... Alors,
différence, c'est le type de sélection de jeu qu'on fait et puis ce qui se passe après. Alors, ce qui se passe après, c'est que les nominations qu'on a faites, nous, dans cette commission, en fait, elle est proposée à l'ensemble des membres du groupement des boutiques ludiques et les boutiques ludiques vont voter sur ce jeu. Ça, voilà, on implique tous nos membres sur le choix des jeux qui seront après exposés lors du Festival de Vichy. Après, il y a le côté, qu'est-ce qu'on a fait comme prix? On a évolué parce qu'on a hésité, on est allé par-ci, par-là, on a fait des prix avec plein de catégories aussi, de joueurs, de prix, j'en oublie. Jeux solo, jeux oui. enfants. Voilà, justement, par type de jeu. Et puis, on a réfléchi un peu là-dessus. Sur le fait, d'abord que des prix comme ça, il y en a 10 000, et puis pourquoi faire celui-là en plus? Et puis que ce n'était pas forcément pertinent, cette multiplication de prix. Et ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est les personnes qui travaillent dans le monde du jeu et qui arrivent à produire ces jeux. De même manière que nous, les ludicaires, on n'est pas simplement une boutique, un local, mais on est des passionnés. Et il y a ces personnes-là. Donc il y a des auteurs, des autrices, il y a des illustrateurs, illustratrices. Il y a un travail éditorial, ce qui qu'on met en avant, mais donc c'est des personnes là aussi en fait. C'est des équipes ou c'est des chefs de projet, etc. Par derrière. Plus c'est un prix spécial, ça c'est un peu le prix bonus qu'on se fait ou qu'on se fait pas, ça dépendra peut-être des années. Alors évidemment, c'est toujours en lien avec un jeu. On ne récompense pas juste une personne pour l'ensemble de sa carrière ludique. Mais on va mettre en avant un jeu et on va mettre en avant donc une personne pour que quand on communique au-dessus, là-dessus, voilà, c'est ce qu'on appelle chez nous les prix humains. En fait. Donc auteur, autrice, illustrateur, illustratrice, travail éditorial, ça nous a semblé important. Donc en fait, quand on arrive un peu dans le même système, on arrive à un pool de jeux sur la fin, on va envoyer des questionnaires en fait à tous ceux qui ont participé sur ces jeux pour essayer de comprendre le cheminement, le travail qui a été fait sur ces jeux. Alors évidemment, c'est un petit peu particulier de dire que ce jeu, on le récompense plus pour son côté illustrateur, plus pour son côté création entre guillemets, plus pour son côté travail éditorial. Mais bon, voilà, c'est en fonction des réponses qu'on a des acteurs sur ces jeux qu'on essaye de les mettre dans telle ou telle catégorie. Mais c'est pour bien mettre en avant justement tous ces différents intervenants dans la chaîne du jeu. L'idée, en fait, c'était comment on définissait un jeu en tant que produit culturel. C'est quoi la culture du jeu? C'est l'auteur, la direction artistique et la création. C'était la mise en avant du jeu comme objet culturel. C'était ça qui nous intéressait dans ce prix. Justement, tu me fais l'enchaînement parfait pour le suivant, en fait. Merci, Cathy. Dans la variété des prix, il y a un prix qui existe depuis 2 ans, c'est ça, maintenant? Oui, tout à fait. Vas-y, tu peux commencer à en parler, en fait. C'est le slide suivant. Le Lizzie Maggie. Jusqu'à maintenant, on parle de beaucoup de mise en avant de produits, de jeux. Il y a une vision commerciale. Et il y a aussi des prix dans le monde du jeu, comme le Lizzie Maggie, qui sort un peu du lot. Je te laisse en parler. Alors le prix Lizzie Maggie, c'est un prix qui est remis lors du festival du jeu à Rennes en jeu en Bretagne. Il faut savoir que Rennes est la première ville en France à avoir un adjoint à la culture. Son titre exact, je l'ai noté, c'est une femme, elle est conseillère municipale au musée, à la lecture publique et à la culture ludique. Donc c'est le premier adjoint culturel qu'on ait en France pour le jeu de société. Et ce qu'on a du coup voulu mettre en avant au niveau de ce festival par le prix Lizzie Maggie. Alors déjà, est-ce que dans la salle vous savez qui était Lizzie Maggie? Non? Une personne là-bas au fond. Bravo. Lizzie Maggie, c'est une femme au début des années 1904, 1905, je crois, qui a créé ce qui va devenir le jeu de société. Le Monopoly, oui. Alors, Elisabeth Maggie n'a pas créé le Monopoly. Elle a créé un jeu qui dénonçait, au contraire, l'investissement foncier. Et Lizzie Maggie, elle s'est fait
spoiler son jeu en fait pour devenir ce qu'il est maintenant, donc complètement à l'inverse de ce qu'elle voulait dénoncer, qui est devenu le Monopoly. Donc on voulait lui rendre hommage justement pour montrer que finalement s'interroger sur est-ce que le jeu de société finalement depuis ça avait vraiment évolué. Qu'est-ce que pouvait véhiculer le jeu de société ? On regarde depuis les années 1900 et finalement on est toujours dans des thèmes de jeux d'affrontement, des thèmes de jeux à ressources, des thèmes de jeux alors sinon complètement innocents, aller chercher des petits jeux avec des petits lapins ou avec des pirates. Et finalement, est-ce qu'il y a un moment, quelqu'un s'est posé depuis Elisabeth Maggie pour se demander mais qu'est-ce qu'on fait du jeu de société finalement ? Et du coup, cette idée du prix, qui est donc pour nous de récompenser l'engagement social, l'engagement environnemental et l'engagement politique d'un jeu. Donc l'année dernière, on avait primé les jeux Hopla, la société Hopla pour leur investissement environnemental, de la fabrication complètement française, pas de plastique, etc. On avait primé la gamme Carte Aventura pour le message que ça véhiculait. Et cette année, c'est Alice is Missing, parce qu'on estime que c'est le premier jeu qui fait se poser des questions sur notre vie quotidienne, qui a vraiment un message où, je pense, tous ceux qui ont pu jouer à Alice is Missing ne repartent pas indemnes d'une partie sur les questions qu'ils ont pu se poser sur leur rapport à la vie, le rapport aux femmes, la violence, le rapport à l'adolescence, etc. Et c'est le premier jeu qui véhicule enfin quelque chose, un vrai message. Par rapport à... Enchaîner, c'est pas mal par rapport à juste après Alice is Missing dit comme ça, ça va bien m'aider. Et justement, on a une variété de prix avec différents types de jurys, avec différents cibles et objectifs. Du point de vue d'éditeur, donc là par rapport pour Blue Orange et Repos, quelle est, comment dire, est-ce que la recherche d'un prix, on va plus parler là de l'Asdor ou du Spiel, hein, puisqu'ils ont un impact fort, comme le disait Olivier en début de conférence, en termes de vente ou autre, quel est le rapport quelle relation vous pouvez avoir entre ces prix et vous dans votre démarche éditoriale ? Il n'y en a pas. En fait, on voit un jeu. En tant qu'éditeur, vous voyez un jeu, vous voyez un prototype, vous jouez avec l'auteur et vous vous dites « je le fais, je le fais pas ». Mais si vous avez derrière la tête l'idée de se dire « ah bah celui-là, c'est peut-être un bon jeu pour le Spiel », non. Alors, enfin, pas nous en tout cas. Repos, pas. On fait des jeux parce qu'ils nous plaisent, on fait des jeux parce qu'ils sont novateurs, on fait des jeux parce qu'ils ont une mécanique ou qu'ils amènent quelque chose de différent. On essaye de ne pas reproduire tout le temps le même type de jeu. Et donc, sur ce coup-là, on ne va jamais se dire on le fait pour avoir un Spiel ou pour avoir un Asdor. Par contre, comme tout éditeur, au plus les dates d'annonce se rapprochent, au plus on se dit wow, on entend quand même des choses chouettes sur notre jeu et tout, on est plutôt content et voilà, ça se passe bien et on a Repos a reçu quelques prix, donc voilà, on est assez enthousiaste là-dessus. Oui, je dirais la même chose que toi pour la première partie. Hein. On fait pas enfin, quand on signe un jeu, c'est pas en se disant tiens il peut gagner l'Asdor ou il peut, mais on se dit c'est un très bon jeu, il peut très très bien marcher. Donc peut-être aussi du coup gagner un Asdor si on estime qu'il est assez bon, mais c'est pas une fin en soi, quoi. Mais par contre, il y a juste une exception là-dessus qui m'avait marqué, moi, c'est en Scandinavie, où régulièrement, quand on montre les jeux aux éditeurs scandinaves, eux, je ne sais pas si tu as la même chose, toi, et eux, par contre, ils te disent ça, non, parce que ça ne peut pas gagner le prix du jeu de l'année chez nous. Et il faut savoir, je ne sais plus si c'est Norvège ou Finlande, lequel des deux, il y en a un qui a un bel impact sur les ventes. Nous, on l'avait gagné une fois avec Battleship et je crois que c'était une commande tout de suite de 20 000 unités
Donc c'est pour ça qu'ils sont à la recherche, parce que pour un marché comme le leur, c'est des belles quantités. Mais oui, sur la France et même sur l'Allemagne, on n'est pas... Et justement, une fois qu'il y a le prix, l'enchaînement est parfait par rapport à l'impact que ça peut avoir. Un as d'or a-t-il le même impact qu'un Spiel? On se doute, mais voilà. Et en termes de volume... On aimerait bien. Je crois qu'on n'y est pas tout à fait. Mais quel impact peut avoir certains prix, en fait? Alors, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance. Alors, j'ai pas gagné l'As d'or famille. Je pense qu'il a un impact quand même bien plus puissant. Mais j'ai eu la chance de gagner le Spiel. Enfin, on a eu la chance de gagner le Spiel, le Kinderspiel et l'As d'or enfant à 3 reprises. Alors, oui, le Spiel a un impact bien plus puissant. Pour parler un peu chiffres, et je pourrais parler que de nos jeux à nous, parce que ça va dépendre aussi. Mais le Spiel, quand on a eu une commande immédiate de plus de 200 000 exemplaires, le jour même. C'était King Domino. Le Kinderspiel, on a eu une commande immédiate de 100 000 exemplaires, donc c'est pas mal non plus quand même. Et... par contre, ils ont leur force et leur faiblesse. La force du Spiel, c'est immédiatement une commande énorme. La faiblesse du Spiel, par contre, et c'est inhérent, je pense, au marché allemand, c'est que le prix du jeu dégringole. Et parfois, c'est compliqué dans les années suivantes pour le jeu de rester en place. Et nous, par exemple, King Domino, en Allemagne, c'est devenu beaucoup plus compliqué qu'en France. Et on n'a pas gagné l'As d'or avec King Domino en France, mais on a eu ce... Et aujourd'hui, en France, King Domino, c'est stable et on est très content. Et je pense que cette faiblesse-là, on ne l'a pas avec l'As d'or. L'As d'or, j'ai l'impression que oui, la première année, l'impact est moins fort. Mais par contre, j'ai jamais vu, moi, un jeu gagner l'As d'or et avoir le prix qui descend... jusqu'à King Domino s'est retrouvé parfois, n'allez pas le chercher là-bas, s'il vous plaît, mais il est descendu jusqu'à 5 € prix public en Allemagne, à un moment donné. Et en fait, ça tue littéralement le jeu. Mais là, ça parle presque plus des marchés, du marché allemand que du prix en lui-même, en fait. C'est effectivement, ils ont cette espèce de mauvais réflexe de dire on a un jeu qui marche et on va baisser le prix. Alors qu'en France, j'ai un jeu qui marche, mais je ne vais surtout pas baisser le prix, ce qui paraît d'ailleurs être beaucoup plus intelligent, en fait, de mon point de vue. Mais c'est la différence, pour le coup, elle vient des boutiques, je crois, parce que les boutiques allemandes, parce que les distributeurs ou éditeurs allemands, ils ne sont pas contents non plus d'avoir le prix qui dégringole. Ils s'en servent comme produit d'appel. Peut-être le Spiel est tellement puissant qu'ils se disent les gens vont venir acheter le Spiel chez moi, ils vont peut-être prendre d'autres choses en même temps. Donc je vais baisser, et puis c'est un peu comme c'est la course après, c'est la course quoi. Moi je le descends à 9, moi je le descends à 8, moi je le descends à 7, et ils le descendent des fois en dessous du prix auquel ils l'achètent pour pouvoir attirer du monde dans leur boutique, mais évidemment c'est pas bon pour le marché du tout quoi. Là, moi, je pense un peu aussi à Mathieu et par rapport à Anabi, parce que je pense que, je ne sais pas si Mathieu, qui est dans la salle, tu veux en parler ou pas, mais moi, je me souviens d'avoir fait un peu, même vécu, d'avoir vu transformer des Anabi à 4,50 €, 5 € sur le marché. Je pense aussi, mais là, c'est du marché, c'est-à-dire que nous, dans la relation qu'on a avec notre distributeur aujourd'hui, Just One qui a gagné le Spiel, il n'a pas vécu ça. Donc je ne savais pas pour King Domino, je le savais pour Colt Express, parce que je l'ai vu. Donc je vais arriver dans un magasin où effectivement le jeu est à 10 €, et on me dit qu'est-ce qui se passe? Donc en tant qu'éditeur, on n'avait pas gagné de Spiel, on s'est dit on va peut-être pas le gagner finalement ce prix-là. Je suis pas super rassurant. Et ce qui est très très compliqué avec le Spiel, qui n'est pas le cas de l'As d'or, c'est qu'en fait, pendant 1, 2, 3 ans, vous allez vraiment vendre énormément de jeux en Allemagne, dépendant aussi de ce qui a gagné l'année d'avant et l'année d'après. Parce qu'il n'y a pas toujours, le choix n'est pas toujours parfait ou correspond moins au public. Après, au bout de 3 ans, effectivement, pour nous, ça ralentit. Les ventes diminuent, ça devient plus compliqué, mais on a nous réussi, enfin pas nous, moi, le distributeur allemand
il a réussi à ce qu'on ne touche pas le prix, quoi. Et ce qui est très fort au Spiel, c'est que ça ressemble un peu à un prix de littérature, quoi, au Goncourt, quoi. Genre, si vous devez avoir un jeu dans votre ludothèque en Allemagne, vous prenez pas la tête, en fait. Allez acheter le Spiel, c'est ça que vous avez besoin. Et ça, on l'a moins, évidemment, avec l'As d'or. Il y a moins cette évidence-là. Par contre, l'As d'or apporte vraiment une super visibilité sur le jeu. Puis après, l'auteur peut en parler là-bas. Oui, mais c'est pas le but. On peut dire, enfin, si je parle côté auteur, clairement, le Spiel, ça change et je suis bien placé pour le savoir, ça change une vie. Non, je pense que je serais pas là si j'avais pas été simplement nommé au Spiel. On l'a pas gagné cette année-là, c'était un jeu de chameau. Et pourtant, il y avait Splendor à côté, et voilà. Mais l'impact est juste monstrueux, quoi. Après, justement, en parlant d'impact, j'ai un autre exemple, et j'y reviendrai après sur le Spiel et un peu de particularité. Et c'est plutôt à Timothée de revenir sur l'As d'or, de l'impact que ça peut avoir. Parce que je pense que ce serait intéressant de parler de Mr. Wolf, en fait. Par rapport à l'impact, alors là, on parle d'un jeu qui arrive, et de l'image que ça peut fournir, et des ventes qui arrivent. Mr. Wolf était sorti quasiment un an, on va dire, avant l'As d'or, 10 mois, 9 mois. Par contre, l'impact a été assez spécifique. Oui, alors déjà, que ce soit pour le Spiel ou pour l'As d'or, les impacts, enfin, c'est pas linéaire. Ça, j'ai dit 200 000, c'est première commande, etc. Mais tu l'as dit un petit peu, c'est pas parce qu'on, enfin, ça paraît peut-être évident, mais c'est pas parce qu'on gagne un Spiel ou un As d'or qu'on va avoir les mêmes volumes de vente. Et nous, on l'a vu avec 3 As d'or enfants et 3 volumes différents finalement. Mais à chaque fois, ça a un impact. C'est vrai que sur Mr. Wolf, c'était assez particulier parce que c'est un jeu qui n'avait pas été sous le feu des projecteurs, on va dire. Je pense qu'au moment où il est nommé, il commence sa petite mort, en fait. Parce que personne ne l'avait repéré comme un bon jeu pour enfants. Et c'est là où le fait que ça soit justement des jurys qui priment un jeu, ça donne toute son importance. Eux, ils l'ont repéré, ils ont dit, tiens, ce jeu-là, en fait, pour les enfants, il est génial. Et ils l'ont nommé. Et donc là, déjà, alors que le jeu était en pleine descente, il remonte. Et puis quand il gagne, voilà, évidemment, les volumes deviennent intéressants pour nous. Et on passe d'un jeu qui allait... Je pense que l'année où Mr. Wolf gagne l'As d'or enfant, on n'aurait pas fait 1000 jeux. Non, le jeu était mort, en fait. Et finalement, on en a fait plus de 10 000. Alors, c'est pas rien qu'en France, je parle. Donc, c'est pas monstrueux. On a fait plus sur les 2 autres As d'or. Je sais pas si j'ai le droit de donner le chiffre, mais l'année qui suit, je l'ai monde. Hein, l'année qui suit, j'ai le chiffre monde. C'était 28 000. Et l'impact a été, et c'était assez intéressant parce que d'un jeu mort, on peut le dire, oui, tu aurais vendu 2000 boîtes et international et autres, ça relançait le jeu évidemment énormément en France, mais aussi en image au niveau international, en fait. Alors, c'est pas le Spiel, mais c'est pas négligeable. C'est ça. En fait, l'As d'or n'a d'impact sur le public qu'en France, ou en Belgique, Suisse, un petit peu. Par contre, effectivement, quand avec Mr. Wolf, on gagne l'As d'or, on va revoir nos partenaires dans le monde et on va dire, oui, alors vous ne l'avez pas sélectionné ce jeu, vous ne l'avez pas localisé, pourtant regardez, on a gagné l'As d'or enfant. Et là ils disent, ah oui, d'accord, on va réétudier le truc. Et du coup forcément, on se retrouve avec des localisations de jeux derrière. Il y en a une immédiate d'ailleurs sur le salon. Il y avait un éditeur allemand qui était présent. J'en ai profité pour le reprendre par le bras et lui dire alors et en fait sur le salon il me dit oui ok on va le faire quoi. Donc c'est vrai aussi cet impact là qu'on voit pas forcément tout de suite quoi. Oui, moi je suis surpris que vous ne l'ayez pas mentionné. Effectivement, j'ai l'impression que notre petit impact, effectivement, au-delà du marché français, j'ai l'impression quand même que c'est aussi une facilité pour vous d'arriver quand vous allez à l'international pour vendre des jeux sur des marchés différents. Alors peut-être que chez Asmodée c'est un petit peu différent parce qu'il y a déjà toute la surface, mais vous qui allez chercher effectivement à chaque fois des gens différents sur les marchés, le fait d'être nommé ou d'être gagnant, ça a clairement un impact parce que je pense
le prix français commence quand même à avoir un petit peu de visibilité. Je sais que les gens regardent quand même dans le milieu professionnel qui c'est qui gagne en France. Et j'ai même la petite prétention de penser qu'on a même, et je sais d'ailleurs que même le jury du Spiel des Jahres regarde ce qu'on fait de plus en plus en Allemagne. Il nous voit un peu comme un peu le prémisse. Et je pense, mais peut-être que je me trompe, mais je pense vraiment, par exemple, à un jeu comme l'année dernière, comme Living Forest, personne n'en parlait en Allemagne avant qu'il soit primé en France, et il finit par gagner le Kennerspiel, et je suis persuadé qu'on a eu une petite influence là-dessus, quoi. Ouais, c'est un peu comme les Oscars, et je ne sais plus quel est... Et les Golden Globes avant, oui. Il y a un petit côté comme ça qui ne nous déplaît pas forcément. C'est là que je vais mélanger en fait la deuxième et troisième partie, c'est que par rapport aux impacts, t'as quelqu'un ? Mathieu ? Je disais que l'impact était dans l'autre sens aussi, hein, c'est-à-dire que vous regardez aussi ce que fait le Spiel, donc c'est bien pour les deux parties finalement. Là, on parle de l'impact du Spiel ou de l'Asdor sur les ventes en magasin avec les prix et autres. En France, par rapport à ça, quel est l'impact justement du Spiel ou de l'Asdor ? Est-ce qu'on est très, on va dire, cocardier avec vraiment l'Asdor et le Spiel secondaire, ou à une époque, on va dire, en tout cas la vision qu'on avait il y a une dizaine d'années, c'était bon, le Spiel même en France, mais... Je dirais que ça suit l'évolution du marché aussi. Il y a 20 ans, le marché, enfin la création, elle était allemande, et donc le Spiel avait un impact très très fort dans notre petit milieu du jeu. Et tout de suite, le jeu était très très mis en avant, les ventes augmentaient, etc. Je dirais que l'impact du Spiel a tendance à baisser. Mais simplement parce que aussi la création française prend toute sa place actuellement, et du coup l'Asdor monte régulièrement, son impact monte régulièrement, il est suivi, ça donne des conséquences aussi bien auprès enfin je le vois dans ma boutique, hein, aussi bien auprès des clients que des collectivités qui vont m'en demander par exemple, tu me mets de l'autre côté tous ceux qui sont nominés aux Asdor par exemple. Voilà. Ce qui crée aussi un bouche à oreille par derrière grâce à ces collectivités. Donc je ne dis pas que le Spiel a moins d'intérêt, il est toujours suivi, mais il n'a plus l'importance première qu'il avait quand c'était la référence absolue, et l'Asdor il monte, ça c'est certain. Quelque chose qui est un peu moins connu, et pour parler dans les chiffres, c'est que ça a quand même un impact côté édition, puisqu'en fait, il y a des conditions pour pouvoir mettre le pion Asdor sur une boîte. C'est qu'en fait, il y a un reversement de 4%. Olivier, on t'en a parlé un tout début, en début de conférence, en disant que c'était un moyen de rémunération du jury et autres. 4%, c'est quand même pas négligeable. Hein, pour vous donner une idée, on va dire des royautés d'auteur, c'est entre 6 et 8. Selon, ça peut monter des fois à 10, mais on va dire que c'est la moyenne. Est-ce que ça, comment dire, quand on a un emballement très court avec des jeux en plus à 4-5 € après et autres, est-ce que c'est pertinent sur le long terme de continuer à avoir le pion ou pas sur les boîtes ou autre? Tu parles du Spiel des Jahres là, hein? Oui, les 4%, c'est du Spiel des Jahres. Après, je te laisserai parler de l'Asdor. Le choix que Repo a fait, c'est en année 1, on le met partout dans le monde. En année 3, on va plus se focaliser que sur l'Allemagne. Et donc, c'est parce qu'à un moment donné, des renseignements que nous, on a eus, les Américains, qu'il y ait un Spiel ou qu'il y ait le Dice Tower Award, ça revient à peu près à la même chose pour eux. C'est juste, il y a quelqu'un qui a dit que c'était bien. Donc voilà, et comme à un moment donné, ça a un impact financier, il faut que ce soit toujours corrélé à la vente, quoi. Donc nous, à un moment donné, voilà, sur l'année 2, 3, en ayant posé la question à l'ensemble de nos marchés et à l'ensemble des pays, en disant est-ce que ça a un impact chez vous ou pas, et quand ils nous disent non, on le retire. Donc le résultat, c'est qu'on l'a plus laissé que sur les boîtes allemandes. Et puis il y a quelque chose qu'on n'a pas j'ai l'impression pas mentionné encore. Il y a l'impact sur les ventes. Il y a aussi, et c'est peut-être le plus important quand même, c'est que ce soit l'Asdor, que ce soit le Spiel, ou que ce soit le prix du GBL ou même d'autres prix, c'est une reconnaissance par les pairs. Et donc nous, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, hein, on est des passionnés. Et à un moment donné, de se dire, on a fait ce travail et en fait,
bah, y a tous les professionnels, le jury qui a reconnu ce travail. C'est déjà ça, c'est génial. Même sans parler des ventes, etc. Je pense que ça soit pour l'auteur ou pour les éditeurs, on est fiers, quoi. On se dit, ouais, ça fait plaisir. Et donc après, il y a un côté aussi fier. Je reviens sur le logo. Il y a un côté fierté aussi. Ouais. On l'a, quoi, regardez. Et il y a un côté image de marque aussi. Parce que c'est vrai que de se dire, bon, ben, voilà, on a un éditeur qui, quand on le met sur la boîte, même en France, même si ça n'a plus d'impact sur les ventes, ça a peut-être un impact sur l'image de marque. Rappelez-vous, on a gagné le Spiel, on a gagné l'As d'Or. C'est image de marque pour le public, image de marque pour les auteurs, qui peuvent se dire, ah, tiens, ouais, cet éditeur-là, c'est vrai qu'il a gagné le Spiel, peut-être que ça peut être intéressant de travailler avec lui. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Je peux en parler en boutique de l'effet. En fait, c'est l'effet bonus. En fait, on va pas, à part quand je disais une collectivité qui nous demande de sélectionner tous les jeux qui ont eu tel prix ou tel prix, mais sinon, quand on parle d'un jeu à un client, on va pas dire tiens, je vais vous montrer le Spiel ou je vais vous montrer l'As d'Or. On va vous parler d'un jeu qui, je pense, va pouvoir vous intéresser, vous convenir, etc. On explique le jeu, etc. Puis à la fin, on dit et puis il a eu l'As d'Or ou il a eu le Spiel. Et ça, c'est le petit truc en plus qui peut faire la différence, effectivement. Et justement, les autres prix, en fait, en boutique, les Lizzie, parce qu'en fait, à un moment donné, moi, je me souviens d'une boîte, Seven Wonders, qui avait le record du monde, où à un moment donné, ma comparaison, c'était comme une voiture de NASCAR, quoi. On a une tonne d'autocollants et tu avais une tonne de prix. C'était juste impressionnant, quoi. Donc, la qualité du jeu, c'est bon, on le connaissait, là. Mais c'est quoi les autres prix aussi, quoi, en fait? C'est... Comment boutique? Je pense que c'est comme ce que disait Timothée, c'est qu'on aime faire partie d'une communauté, donc on aime faire partie d'un groupe, d'être reconnu avec les autres. Donc le prix Lizzie Maggie, je vais en parler quand j'ai des gens où je sens qu'il y a un message politique que je peux passer, je peux véhiculer quelque chose et se dire ouais, ça y est, je fais partie de cette team-ci Lizzie Maggie. Ou quand c'est le prix du groupement des boutiques, forcément on va le mettre en avant aussi pour différentes raisons, parce qu'on sent qu'on a des gens en face de nous qui sont attachés à défendre le jeu comme produit culturel, qui recherchent quelque chose d'autre. Je fais partie d'un groupe et je cherche l'As d'Or parce que je sais ce que c'est, j'ai envie d'en faire partie. Donc c'est ce petit côté passionné qui est important aussi dans tous ces prix-là. Et ça arrive un peu justement sur la communication. Et je ne sais pas si Mathieu, tu veux dire deux mots sur la question suivante. C'est-à-dire que c'est un outil qui est assez facile. Enfin, quand on gagne aussi de jouer avec et de le servir comme outil de communication. Mais c'est vrai que Cocktail, ces dernières années... On a assez fait lors de la cérémonie pour ne pas en rajouter. Donc c'est Mathieu. Dans le sens où on a... Donc moi, je vais en parler. Aussi Cocktail qui joue beaucoup sur l'effet d'être soit dans les finalistes ou quoi que ce soit et autres. Donc la communication autour des prix, est-ce que c'est prévu un peu en amont, quoi? C'est-à-dire que là, tu disais tout à l'heure, Géraldine, génial, les prix ça arrive et ça serait bien qu'on puisse être gagnant là-dessus. Est-ce que ça chamboule un petit peu tout? Ça chamboule la prod si tu le gagnes en Allemagne. Oui. Donc vous recevez le prix, vous montez sur scène, vous êtes content pendant 2 heures et puis le téléphone sonne et c'est la panique. Donc ça c'est la réalité au niveau de la production. Maintenant au niveau de la communication, et c'est extrêmement dur quand vous êtes nommé à un prix, vous vous dites je vais devoir préparer 2 posts de communication, un merci pour le prix, un bravo à nos concurrents. Et c'est vraiment compliqué, quoi. Mais oui, si quelqu'un vous dit non, on l'anticipe pas, il vous raconte des cracks, parce que clairement, on l'anticipe en sachant qu'on va faire les deux, parce que c'est important, en fait. Et on est dans tout ce qui existe comme prix, et puis c'est très gai aussi de recevoir un prix. Enfin, je rejoins Tim, c'est vraiment important là-dessus. Le moment où... et tu faisais un clin d'œil à Seven, ce qui était vraiment gai, c'est de se dire que partout dans le monde, tout le monde reconnaissait le côté novateur du jeu à l'époque. Et donc il y a ce côté-là où effectivement, à un moment donné, ça ressemblait à...
Enfin, on voyait plus la cover. Donc on s'est dit qu'on allait arrêter. Mais voilà, il y avait vraiment ce côté où il a reçu plus de 35 prix partout dans le monde. Et ce qu'on avait envie de mettre en avant, ben, voilà, le jeu pour fédérer des gens, ben, celui-là, il avait vraiment plu de façon internationale. Et ça, c'était vraiment gay aussi, quoi. Maintenant, si vous le souhaitez, il nous reste quelques minutes avant la fin, parce que je pense sur la partie suivante, là, sur la partie boutique, on en a déjà parlé un peu sur les impacts moyen court terme au niveau des ventes. Est-ce que dans le public, il y a des questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire? C'est le moment de lever la main. On a un micro dans la salle qui peut circuler. Bonjour. On a parlé de l'As d'or, comme quoi il y avait une augmentation de son influence par rapport au Spiel, mais est-ce qu'on voit aussi cet effet-là dans d'autres pays qui décernent d'autres prix, et si eux aussi montent? Alors, Tim faisait la référence là tout à l'heure, effectivement, dans les pays nordiques. Donc les 4 pays nordiques, il y a un prix, et ce prix-là a une grande influence chez eux. On le voit, il y a des distributeurs italiens et espagnols qui viennent à Cannes et qui regardent ce qui se passe autour de l'As d'or. Maintenant, ça dépend vraiment de la maturité du marché et de la façon dont c'est structuré. Je suis belge, et en Belgique, il y a sur 10 millions d'habitants, il y a 14 prix ludiques. Donc à un moment donné, sincèrement, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Donc à un moment donné, on décrédibilise le prix parce qu'il y en a 14 qui existent. Ici, en Allemagne, c'est aussi ça qui est fort, c'est que c'est le prix. Et tout le monde est fédéré. Donc oui, ça monte dans les pays. Au plus ces prix seront clairement expliqués. Donc il y a un jury qui a cet objectif-là, qui joue à tous les jeux, qui n'est pas les jeux, c'est eux qui les sélectionnent et ce ne sont pas des candidatures que vous envoyez. À partir du moment où tout est connu, ben, ces prix montent et amènent de la notoriété au jeu quand ils le gagnent. Ouais, moi je dirais, j'ai essayé de réfléchir comme ça à tous les prix, mais ouais, pour moi il y en a que 3 vraiment qui ont un impact, en tout cas de ce que je me rappelle, c'est en Scandinavie, en Allemagne et en France, sur les ventes. Après, il y a toujours le côté reconnaissance. Hein. Tu gagnes le Gioco dell'Anno en Italie, tu as la reconnaissance en Italie, tu es content quand même. Et ça a sûrement un impact pour le distributeur italien, mais franchement, c'est mineur. Moi, je pense un peu quand même au prix de Dice Tower, vous en parlez rapidement, mais c'est sur un format de jeu très précis et sur le marché américain. Le prix de Dice Tower, quand vous avez un Seal of Excellence et autres, ça a son petit impact. Alors, pas négligeable, mais c'est sûr que c'est pas à la hauteur de l'As d'or ou du Spiel, et c'est sur un format très, très précis de type de jeu. Par contre, il y a le Astra qui correspond un peu au prix du GBL, là, pour le coup. Le prix Astra, c'est l'équivalent du GBL aux États-Unis. Et du coup, ça a un impact, ne serait-ce que parce que, un petit peu comme le prix du GBL, je pense, les boutiques, du coup, vont le mettre en avant. Ça me fait penser à un prix dont on n'a pas parlé. On parlait tout à l'heure j'ai essayé d'avoir un panel un peu différent. Prix du GBL pour un prix, on va dire, de professionnel corporate, j'allais dire un peu entre soi, façon de parler, de groupe. Mais il y a le Pion d'Or côté de l'UH, l'Union des éditeurs de jeux. Est-ce que ça t'impacte aussi? Et d'ailleurs, pourquoi avoir créé ce prix qui est plutôt équivalent on va dire des disques d'or à la grande époque? Alors, Mathieu, tu m'arrêteras sur ce coup-là, parce que là, je prends la balle au bon. C'est un prix, c'est un indicateur pour que les gens sachent que ce jeu, il a été vendu à plus de 1 million, 2 millions, 5 millions d'exemplaires. C'est la même optique qu'un disque d'or. Donc, au lieu de dire, vous écoutez l'avis de professionnels qui vous disent, vas-y, c'est bien, c'est l'ensemble des gens qui disent, si le jeu, il a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires, c'est que fondamentalement, il doit y avoir quelque chose de pas mal. Et c'était vraiment essayer de trouver un critère objectif pour donner une indication sur un jeu et ne pas faire la médaille d'or du vin de Trifouille-les-Blairettes. C'était plutôt de dire, OK, là, ce jeu-là, il en a vendu autant. Et donc, on essaye de donner
une visibilité. Ce qui était intéressant dans ça aussi, c'est qu'il y a pas mal de jeux qui se vendent beaucoup et dont on l'ignore. Donc c'est un truc, si tous les éditeurs suivaient en France cette idée de mettre je mets le pion d'or, ça donnerait aussi une idée de en fait, un jeu comme Si ce qui prend, ça se vend très très bien depuis très longtemps. Oui, puis il ne faut pas sous-estimer effectivement, pour faire sortir le jeu de notre microcosme du jeu de société, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des chiffres en fait. Hein, et effectivement, vous allez avoir, et vous le savez peut-être mieux que moi, dès qu'un journaliste de la presse généraliste va venir et vouloir parler typiquement du Festival de Cannes et de notre milieu, ils vont absolument rechercher des chiffres. Et le fait d'avoir des chiffres de vente, d'avoir des chiffres de nombre de sorties, d'avoir tout ce qu'on peut avoir, des chiffres économiques, c'est vraiment des soutiens hyper précieux dès que vous voulez être pris dans n'importe quelle presse généraliste, télé, papier ou autre. Et en fait, si vous n'avez pas, c'est le fondement d'un article de journal ou de télévision. Donc, moi, je crois énormément à ce genre de. Alors, je ne dirais même pas que c'est un prix parce que justement, c'est juste un certificat de vente. Mais aujourd'hui, si je suis journaliste, que je peux dire, Dixit, ça s'est vendu, je vais dire un chiffre au hasard, à 10 millions d'exemplaires. Je pense que ça doit être même peut-être plus. Et ben voilà, c'est un fait qui est incontestable, c'est pas une opinion, et donc c'est important. Je peux dire qu'il y a eu X jeux qui sont sortis cette année. Enfin, tout ça, c'est vraiment très très important pour faire sortir le jeu de société de son petit microcosme. Et je rajoute à ça, quand j'ai commencé à la com, quand je rencontrais des journalistes, je leur disais, vous savez, on vend plus de Time's Up par an que d'albums de Johnny Hallyday. Et donc je disais, voilà, vous vous intéressez à des livres, vous vous intéressez à de la musique. En fait, le jeu, c'est aussi un objet culturel. Et en fait, on fait, depuis 10 ans, alors sur le tout petit pays qu'est la Belgique, en fait, à l'année, on vend plus de Time's Up que quand Johnny sort un nouvel album. Et ça a vraiment un truc ça s'est implanté petit à petit. Aujourd'hui, on parle beaucoup de jeux de société dans les médias belges. Ils n'ont pas de problème à imaginer de mettre un sujet dans leurs journaux du soir. Il y a des chroniqueurs de plus en plus récurrents en Belgique. Donc il y a vraiment un travail qui a été fait depuis 10-15 ans de dire le jeu, ça a autant sa place que le livre ou la musique. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Bonjour. Ce serait une petite question par rapport à ces notions de prix, de rentabilité aussi, qui sont des fois un peu abordées de manière sous-jacente. En moyenne, ou est-ce que, je ne sais pas si c'est un chiffre qui peut être sorti, mais je suis curieux de savoir à partir de combien d'exemplaires vendus un jeu peut commencer à être rentable. C'est peut-être une question assez abstraite. Mais... On va y aller. En fait, ça dépend, ça dépasse. Ou c'est plus compliqué que ça. Tu peux choisir la réponse, mais à partir... Quel est l'objectif? Quel pays tu vises? Dans quelle quantité? En Belgique, je tiens la Belgique, on dit qu'à partir du moment où en Belgique tu vends plus de 3000 jeux par an, on peut estimer que c'est un succès. Et quand on vend plus de 10 000 par an, on peut estimer que c'est un jeu qui est hyper bien installé. Donc voilà. Et après, de l'autre côté, il y a certains jeux... Il y a un jeu chez Repo qu'on a fait qui se vend en France à hauteur de 5000 exemplaires par an et on est très très content en fait parce que le jeu il est un peu particulier et donc voilà, il se vend depuis des années à hauteur de 5000. Évidemment après, Rexou le disait, 12 millions de Dixit, 15 millions d'aventuriers du rail, voilà, mais c'est plutôt des exceptions quoi. Ouais, quand j'ai lancé ma boîte qui avait 0 salarié, la réponse à ta question, ça pouvait être 1000 jeux. Mais après, quand tu as une boîte où tu commences à devoir payer énormément de salariés, tu as plein de coûts fixes, tu as plein de... 1000 jeux, c'est juste un énorme four et tu perds plein d'argent. Donc ça va vraiment dépendre de
ce que tu vas dépenser pour ce jeu-là en particulier. Je pense qu'il y a des éditeurs, par exemple, qui vont dépenser énormément d'argent dans de la pub, sur des réseaux sociaux. Eux, ils sont obligés du coup d'avoir des volumes de vente énormes pour pouvoir rentabiliser ça. Par contre, un éditeur qui fait, et il y en a aussi, zéro com payante parce qu'il n'en a pas les moyens, son jeu il sera rentable plus facilement, mais forcément peut-être il fera moins de ventes. Donc il n'y a pas de réponse magique. Désolé. Puis ça dépend aussi peut-être de la cible et du format de jeu aussi. Ça dépend aussi peut-être du format de jeu. C'est-à-dire quand tu as des jeux comme Terraforming Mars, ton potentiel de vente il n'est pas non plus le même que oui, puis ça dépend des frais d'illustration. Enfin, un jeu comme Dixit ou nous, un Bubble Stories, où tu as énormément de frais d'illustration, c'est pareil. Du coup, c'est un coût fixe dès le départ aussi qu'il faut rentabiliser. Par contre, si c'est entre guillemets du graphisme et que c'est moins cher, ça... Terraforming Mars, tu as une idée de à combien ça s'est vendu? Non, mais c'est pour ça. T'as une idée ou pas? Alors, ils ont publié le chiffre il y a quelques mois. Donc c'est un jeu expert qui est quand même pas... Moi j'avais 250 000, tu vois. Combien tu dis? 250 000. Alors ils ont publié, ils ont dépassé le 1,5 million. C'est monstrueux. C'est 1,5 million pour ce format de jeu, pour la cible attendue. C'est plus que respect. Mais ce qu'il faut retenir, ils ne peuvent pas vous le dire parce qu'ils sont éditeurs, les seuils de rentabilité sont très bas. Et si vous êtes une société comme une très grande société française connue, où vous êtes à la fois éditeur et distributeur, ils sont encore plus bas. En gros, vous sortez un jeu, vous n'avez quasiment aucun risque. Vous avez très peu de risques. Après, vous avez des ambitions qui ne sont pas les mêmes, évidemment. Mais les risques de perdre de l'argent sur un éditeur installé, ils ne sont pas énormes. On est quand même sur un marché qui est relativement rentable. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a des nouveaux éditeurs tous les ans et ainsi de suite. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je ne veux pas exagérer. Mais honnêtement, si vous avez la chaîne édition-distribution, vous n'avez pas besoin d'en vendre tant que ça pour que ça soit rentable. Oui, je sais, personne n'est d'accord, mais c'est quand même ce qui se passe. Je le pense. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le public? Et je pense que ce sera la dernière par rapport à l'heure. Bonjour, voilà, j'ai vu tout à l'heure sur le Lidzi qu'il y avait un prix pour l'ALF. Là aujourd'hui, alors j'étais pas là au début de la conférence, mais j'ai pas entendu parler de ludothèque du tout. Est-ce que, chaque année quand je vois un peu les jeux qui sont primés, qui sont nommés et qui sont primés à l'Asdor, au Spiel, moi je suis ludothécaire, je me pose toujours la question. Est-ce qu'il faudrait un prix des ludothèques, des médiathèques, je sais pas. Est-ce que ce serait pertinent peut-être? Je pense peut-être. Si vous avez primé la LF, vous avez peut-être réfléchi à la question. Je ne sais pas. Et est-ce que, j'ai pas le sentiment dans les structures où j'ai travaillé qu'il y avait un peu de recul qui était pris vis-à-vis. Vous disiez tout à l'heure des structures qui appellent pour dire réservez-moi tout ce qui était nominé à l'Asdor. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est pertinent parce que la pratique ludique dans une structure comme une ludothèque est pas la même que pour une famille qui achète un jeu en fait? C'est moi, je réponds parce que c'est moi qui en ai parlé. Non, c'est pas la même. Par contre, effectivement, c'est un joli vecteur culturel et de bouche à oreille, une ludothèque, un centre de loisirs, etc. Donc, on va effectivement cibler les jeux. En général, dans ces structures-là, l'Asdor expert n'a pas forcément sa place, sauf des cas bien particuliers où là, au contraire, ils ont une communauté de joueurs experts. Donc ça, on va toujours recibler par rapport à la pratique qu'il va y avoir. Mais c'est intéressant. Ça fait partie de la diffusion du jeu au sens large. Donc moi, je suis toujours très très heureux et content de travailler avec toutes ces structures, que ce soit des ludothèques, des médiathèques, des centres de loisirs, etc.
Ouais, je rajoute pour le prix Lizzie Maggie, oui, excuse-moi, j'en ai pas parlé tout à l'heure. On a primé en effet l'ALF cette année, l'Association des ludothèques françaises, de par en effet le prosélytisme que ça permet. Le jeu de société, oui, on est des boutiques, on vend des jeux, mais le travail de fond, il est fait par vous, il est fait par toutes les ludothèques. Il y a, je suis sûre, plein de gens ici qui sont arrivés, que ce soit des auteurs, des éditeurs, etc., parce qu'ils ont été dans la ludothèque de quartier quand ils étaient petits. Et il y a une vraie importance des ludothèques pour travailler à la diffusion du jeu de société en France. Il y a un vrai maillage. Je crois 700 ludothèques à peu près en France. Et le prix des ludothèques existe. Puisque on parle de le remettre en parallèle cette année avec le prix des boutiques ludiques à Vichy. Donc pour moi, il y a un prix des ludothèques et qui, je pense, n'a pas la communication qu'il devrait avoir et qui, en effet, c'est pareil, mérite largement d'être mis en avant. Oui, et pour les autres prix dont on a parlé au début, le Spiel des Jahres, dans ce que je disais, il a un jury de spécialistes du jeu enfant. Donc je ne connais pas leur CV, mais je pense qu'il y a pour le coup probablement pas mal de gens qui jouent dans des structures, de type ludothèque. Et moi, pour ma partie Asdor, on a donc une représentante des ludothèques. Moi, depuis que je suis, c'est Eva Zarzynski. Avant, c'était Catherine Vatine qui est dans la salle. Et typiquement pour l'Asdor enfant, moi je ne suis pas du tout un spécialiste, j'ai des enfants mais ils commencent à avoir 17 ans et plus, donc vous imaginez bien que quand on joue à la planche des pirates, c'est pas le meilleur retour que je puisse avoir. Et donc on essaye, en tout cas sur la partie enfant, d'écouter beaucoup plus son avis que le mien. Et moi j'essaye de fermer ma gueule, en fait, pour être clair. Mais voilà, c'est... Ben, on va conclure là-dessus, mot parfait pour finir. Merci à tous, merci aux intervenants d'avoir pris le temps de venir et bonne fin de salon. T'allais dire quoi, Bernard? J'allais dire qu'il y avait une dernière question. Allez, la dernière. Bonjour, donc c'est juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. À Saint-Herblain, il y a le prix Double 6. Et donc là, on fait vraiment interagir des joueurs. Donc là, cette année, c'est Acropolis qui a gagné le double 6 et on est vraiment sur un prix joueur. Et donc merci à tous, bonne fin de salon, bonne fin d'après-midi, ça va être rapide, hein, ça ferme à 19h et peut-être à l'année prochaine. Au revoir.